Eh bien bonjour à vous tous et bienvenue pour ce nouveau journal d'Appui TV, le MAG, avec une édition spéciale, le salon nautique de Port-Camargue. Et puis à la fin, vous aurez une petite parenthèse sur les reliques de Saint-Gilles qui ont eu lieu aussi. Allez, je vous laisse et je vous retrouve bien sûr dès la semaine prochaine pour un tout nouveau magazine. Ciao ciao. Alors nous sommes avec Jean-François Dinet qui a plein de choses à nous raconter parce que c'est un grand explorateur. Jean-François, voilà, donc au tout début, ça a commencé par un premier voyage. Nous sommes partis de France sur un voilier de 10 mètres. J'étais avec ma femme et mon petit chien également. Nous avons suivi la route classique pour les Canaries, l'Afrique, remonter les fleuves d'Afrique, traverser l'Atlantique. Et alors en Amérique du Sud, je vais vous montrer sur la carte, nous avons remonté ce fleuve, l'Orénoque, pratiquement jusqu'aux sources, avec le bateau. Nous sommes passés de l'Orénoque sur le Rio Negro par un petit canal naturel, mais alors navigable uniquement en saison des pluies. C'est-à-dire qu'avec la pluie, le fleuve monte et à un moment il déborde. Et une partie de saison se déverse dans celle du Rio Negro par ce canal. Et si vous êtes là avec le bateau, au bon moment, vous pouvez passer. Enfin, c'est un moment qui dure un mois et demi. Et c'est fabuleux, vous traversez les territoires indiens, des Indiens qui n'avaient jamais vu de voilier, bien sûr, et qui nous ont vu débarquer avec notre bateau au beau milieu de la forêt. C'est vraiment extraordinaire. alors ils sont comment les Indiens d'Amazonie? Bon, ça remonte à quelques années déjà ce voyage-là, parce qu'il y a eu un deuxième voyage ensuite. Ils vivaient complètement nus, se couvraient de peinture, ils chassaient avec des arcs et des flèches. C'était vraiment une autre dimension pratiquement. Mais chaleureux? L'accueil a été chaleureux? On peut pas dire que ce soit chaleureux à notre manière à nous, mais oui, à leur manière, oui. Enfin, ils vous regardent, ils sont stoïques, ils bougent pas, quoi. Ils sont très curieux, quoi. Dès que le bateau a posé l'ancre, se monte dans les pirogues et puis ils essayent de. Ouais, non, ça a été une escale extraordinaire. Alors qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Ensuite, suite à ce voyage, je n'étais pas du tout parti pour ça, mais enfin j'ai écrit un livre qui a vraiment bien marché et qui m'a permis de racheter mon nouveau bateau, enfin le deuxième bateau. Et bon, dès que j'ai pu, j'ai quitté mon travail et puis je suis reparti avec mes enfants cette fois-ci pour un tour du monde. Voilà, donc nous avons commencé par la Méditerranée. Mes enfants étaient en bas âge, en bas âge. 8-9 ans, quoi, ils étaient petits pour naviguer. Nous avons fait le tour de Méditerranée, ça a duré 2 ans. Nous sommes allés jusqu'en Syrie, Liban, Israël, Égypte. Nous sommes ressortis. Nous avons rejoint l'Amérique du Sud, nous avons le Brésil, Guyane, Venezuela. Nous avons remonté sur l'Amérique du Nord. Alors les lacs du Canada, la redescente par le Mississippi, ensuite la Polynésie, l'Asie, tout ça en 7 ans. Ça a duré 7 ans et je viens de revenir là actuellement, il y a quelques mois, avec un nouveau livre d'ailleurs. Alors là maintenant vous écrivez des livres ou vous préparez un nouveau départ? Je ne prépare pas le nouveau départ en ce sens où je ne suis jamais revenu. En fait mon bateau est resté en Malaisie. Moi nous sommes rentrés parce que mon fils avait passé son bac en Inde. Et après le bac, c'est l'université. L'université sur le bateau, c'est pas possible. Donc je suis revenu avec mes enfants, mon fils est à Paris, et voilà, et l'année prochaine, j'espère bien, je vais repartir seul, mais enfin bon, repartir faire un tour, retrouver mon bateau qui m'attend, quoi, en Malaisie, quoi. C'est pas trop dur? Non, c'est pas trop dur. Il y a quand même des choses à savoir, surtout pour les gens qui veulent partir avec des enfants. L'expérience est vraiment très enrichissante. Lorsque j'ai déscolarisé mes enfants, j'ai eu pas mal de critiques, pas de la part des navigateurs, mais bon, plutôt des proches, comme quoi j'hypothéquais l'avenir de mes enfants, les retirant de l'école, il n'y aurait pas de professeur, etc., juste pour assouvir ma passion. En fait, c'est pas ça du tout. J'avais d'ailleurs demandé conseil au proviseur de l'UIS Henri IV, je ne sais pas si vous connaissez, qui m'avait confirmé les cours à distance. Le CNED, c'est absolument excellent pour les enfants. Ça les aide à se responsabiliser. Ils ressortent avec une autonomie extraordinaire. Sauf que à partir du lycée, il faut absolument les rescolariser de manière à ce qu'ils puissent reprendre les bonnes méthodes et en préparation des études supérieures. J'ai écouté à la lettre, CP, CE1, CE2, le collège, enfin CM1, CM2, le collège, ça s'est fait avec le CNED. Et à partir du lycée,
Bon, ma fille est rentrée en France, elle a rejoint sa mère et mon fils ne voulait pas, il voulait continuer le voyage absolument, donc on a trouvé la solution d'aller en Inde. En Inde, il y a un lycée français à Pondichéry. Nous sommes donc allés au lycée français de Pondichéry. Il a suivi sa première, sa terminale, il a passé son bac. Il l'a eu avec la mention très bien. Et tout va bien alors. Et maintenant il est dans une école d'ingénieurs, enfin une classe d'ingénieurs économistes. Comme quoi il y avait 25 places pour plusieurs milliers de candidats. Comme quoi c'était pas une mauvaise chose de les emmener autour du monde sur un bateau. Très bien. Et alors la destination, à nouveau c'est un tour du monde quand vous allez repartir? Le bateau est en Malaisie, j'aimerais faire le golfe du Bengale. Il y a tellement de choses que j'aimerais faire. J'aimerais l'océan Indien, bon bien sûr, j'aurais aimé retourner en Polynésie, je sais pas, sincèrement. Et alors c'est peut-être indiscret, mais comment vous financez tout ça? Alors bon, le bateau, je l'ai financé avec mes bouquins en fait, hein, puis c'est un bateau en acier. Bon, l'acier, ça n'a pas une très bonne cote. J'ai trouvé un bateau de 12 mètres en acier pour 20 000 €. Donc, et le reste, j'étais gendarme. J'ai travaillé 20 ans en gendarmerie et ça m'a donné une petite retraite, hein, proportionnelle, en proportion de ce que je travaillais. Et c'est bon, ça me suffit. Il n'est pas nécessaire d'être millionnaire hein, pour s'en aller en bateau. Au contraire. Hein. Vous enrichissez d'autres choses. Ah oui, alors. Très bien, merci beaucoup. Je vous remercie, c'est moi. Jean-Luc Glade, donc organisateur des nautiques de Port-Camargue. Alors, à quelques heures de la fermeture, tes impressions? Mes impressions, déjà bonjour à PTV, puisqu'on se retrouve depuis l'année dernière. Merci d'être présent avec nous. Bonne impression. On a un peu souffert hier, hein. Il n'a pas fait très très beau. On pensait avoir du soleil. Il a un peu tardé à nous rejoindre. Donc une journée hier mitigée. Autrement, une entame de salon vendredi, samedi excellent. Et puis là, on est vers la clôture, mais tout se passe bien. C'est des choses positives. Beaucoup de ventes? Des ventes, beaucoup, pour un vendeur de bateau c'est jamais assez, on ne va pas faire de langue de bois, les salons ne se traduisent plus de la même façon, mais par exemple nous on est à 5 bateaux signés et beaucoup d'intentions, puisqu'aujourd'hui la personne qui veut acheter un bateau se renseigne, discute un peu, le prix, beaucoup, ça dépend un petit peu de chacun, donc on attend beaucoup de retours. Donc c'est la 22e édition cette année. 22e édition, on a grandi, on a mûri, chaque année on met le curseur un peu plus haut évidemment, et puisque API-TV est avec nous souvent sur ce salon, on peut remarquer que les bateaux grandissent en taille, ils sont de plus en plus gros, de plus en plus énormes. Oui, on a vu des magnifiques yachts, alors c'est yachts, voiliers, c'est toute forme de bateau. Bateau de plaisance, bateau moteur, voilier. Quand je dis la taille, tout simplement parce qu'on a des clients qui transposent un petit peu le confort de la maison sur des bateaux. Plus d'intention, donc confortable, et surtout une envie de se poser un petit peu en résidence secondaire sur l'eau. Donc on a des bateaux de plus en plus gros, de plus en plus. Bon Jean-Luc, on va te laisser un petit peu décompresser parce que tu arrives au bout et tu dois être un peu fatigué. Il y a l'articulation salon, puisque j'en suis le président, et puis mon stand, mes vendeurs, beaucoup de pression, mais on aime ça. À bientôt. Allô Thierry? Ouais Thierry, est-ce que je suis avec l'équipe de API-TV là? Est-ce que tu pourrais venir dire au Domo? On a fait Jean-Luc, on fait un petit point là avec tout le monde. Il y a qui? À la maison du nautisme, on a rendez-vous avec Quito à la maison du nautisme. Dans Alors Quito de Pavan, bonjour. Alors Quito de Pavan, est-ce que c'est ton nom déjà? Oui, c'est mon nom. Alors Quito, c'est pas vraiment mon prénom, c'est un diminutif. Ça fait 55 ans que je m'appelle Quito. En fait, mon prénom c'est Christophe. Ça me joue d'ailleurs des tours. À vrai dire, ma grande sœur qui est arrivée un an avant moi avait du mal à prononcer mon prénom, Christophe, Quito. C'est venu de ça? C'est venu de ça, voilà. D'accord. Ça me joue des tours, parce que c'est vrai que alors quand moi je prends un avion, un billet d'avion, je fais un peu gaffe. Mais quand c'est les autres qui prennent un billet pour moi, ils mettent évidemment la réservation à Quito de Pavan, et en général je reste à l'aéroport parce que c'est pas mon prénom.
Donc, grand navigateur, en pleine Non, je suis pas très grand en fait, je suis 1m74 quoi. Dans la notoriété. En pleine préparation du Vendée Globe. Oui, c'est une grande aventure qui s'approche assez vite, ça va être au mois de novembre, mais l'aventure a commencé déjà depuis quelques mois, voire quelques années. Voilà, avec des sponsors, la recherche de sponsors, la recherche d'un bateau, puis la préparation d'un bateau, la préparation du skipper, la préparation de la caboche aussi pour aller affronter les événements. Voilà, ça fait quelques mois qu'on se prépare. Et puis moi j'ai mis le doigt dans l'engrenage du Vendée Globe il y a déjà une dizaine d'années, puisque j'ai déjà participé à 2 départs. Et l'objectif c'est d'arriver, de participer à l'arrivée de ce 3e Vendée Globe. Alors je crois que tu es un peu frustré de tes 2 premières expériences. Oui, il y a de quoi, parce que finalement je pars sur un 3e Vendée Globe et mes 2 premiers Vendée Globe n'ont duré que 24 heures pour le premier et 48 heures pour le second. Autant dire que c'est court pour un Vendée Globe, une course qui dure à peu près 3 mois. Donc effectivement il y a beaucoup de frustration et une envie assez prononcée d'arriver à boucler la boucle. Voilà, je l'ai dit haut et fort depuis quelques mois. J'estime que j'ai les compétences et pas mal d'atouts pour y arriver. Et c'est vrai que c'est une course qui s'est un peu refusée à moi depuis quelques temps et je suis pas breton mais je suis assez têtu quand même, donc voilà, jusqu'au bout de mes choses. Alors tu dis beaucoup de préparation, alors le bateau on comprend, mais la caboche, comment on la prépare? Voilà, la caboche ça fait quelques années, quelques dizaines d'années qu'elle se prépare, mais on essaye de travailler dans l'ordre, alors physiquement évidemment. On prépare les muscles et les os à cette aventure-là. Et c'est vrai que la tête, il faut aussi la préparer parce que je vais subir quand même pas mal d'agressions de la part de la nature en général. Donc tout ce qui génère du stress, il y en a beaucoup. On essaye de lutter contre ça et faire en sorte que ce soit plutôt des alliés plutôt que des ennemis. Voilà, donc on prépare ça avec des psychologues, avec des gens qui me préparent. Il y a une manière de justement lutter contre le stress, que ce soit un stress positif et pas négatif. Voilà, donc c'est des mois de préparation avec des gens qui savent faire ce genre de choses. Alors il y a beaucoup de partenaires sur ce projet et un partenaire original qui est je crois ta création, c'est Made in Midi. Alors parle-nous un peu de Made in Midi. Ouais, c'est une vieille idée, ça fait longtemps que j'ai ça en tête. J'estime que la course au large a beaucoup de vertus et je souhaite tout simplement que le maximum d'entreprises de la région puissent profiter de ces vertus-là, que ce soit des petites ou des grosses entreprises. Je leur permets finalement de rentrer dans notre histoire, de partager les aventures et les émotions de la course au large et de ce Vendée Globe, même en mettant des sommes qui sont minimes, de l'ordre de 10 000 €. C'est le ticket d'entrée pour rentrer dans notre histoire Made in Midi. Ça fonctionne, alors je ne vous dis pas que c'est facile, mais on a une quarantaine d'entreprises qui se sont inscrites dans cette logique-là. C'est vrai que la Méditerranée est un peu loin de la course au large, on est loin de la Vendée, on est loin de Saint-Malo pour la route du Rhum, on est loin de la Bretagne pour la solitaire du Figaro, mais néanmoins il y a des gens qui travaillent, il y a beaucoup de talent finalement dans cette région, des gens qui font bien de la voile. Il y a beaucoup de jeunes qui apprennent et l'ambition de ce projet-là, c'est de permettre à des jeunes de continuer à faire de la course au large pour que dans 4 ans, dans 8 ans, dans 12 ans, il y ait des gens de la région qui fassent aussi le Vendée Globe. Tu es toi-même de la région? Oui, alors moi je suis pas né en Méditerranée, je suis né en Dordogne. Je suis arrivé ici à Port-Camargue quand j'avais 10 ans, puisque mes parents s'étaient installés au tout début de Port-Camargue. Donc ça fait quand même 45 ans que je suis camarguais. Ok, écoute, merci. Et on te suivra avec attention et on est sûr que tu vas arriver. Moi aussi, on fait tout pour en tout cas. Et le bilan est bon là, à quelques heures de la clôture? Oui, le bilan est extrêmement positif. Nous avons fait un salon, on va dire un peu mieux que celui de l'année dernière parce que j'avais quand même cette mission. Nous avons plus de bateaux, nous avons plus de stands, nous avons plus de bateaux à terre, nous avons rempli l'espace. Et remplir l'espace à Port-Camargue est un peu compliqué parce que la circulation est très difficile entre les différentes zones techniques, le quai d'honneur et d'autres points, je dirais, intermédiaires entre les zones techniques. Ce qui nous amène
une promenade qui fait pas loin de 2 km et 2 km qu'il faut animer. 2 km de bateau, avec des pagodes, avec des exposants qui essaient de boucher ce que je pourrais appeler les zones froides et faire en sorte que les 45 000 visiteurs attendus puissent circuler sur ces 2 km de promenade et se remplir les yeux de magie et de rêve, puisque le but quand même de ce salon, c'est de répondre à ce besoin de mer, un appel à la mer, dernier espace de liberté. Eh ben merci, on va vous laisser finir d'encaisser vos chèques et puis on vous retrouvera au Cap d'Agde. Eh bien, ce sera avec plaisir. En tout cas, je souhaite une excellente saison à tous, que ce soit les professionnels comme les plaisanciers qui sont venus acheter et profiter d'opérations commerciales pour équiper leurs bateaux et faire de superbes navigations cet été, en famille et avec les amis. Merci Thierry. Merci à vous. Alors Xavier, bonjour, tu représentes la société Minicat au Salon du Nautique. Alors qu'est-ce qu'elle produit, la société Minicat? Minicat fait des catamarans gonflables qui tiennent dans des sacs, facilement transportables. Il existe 3 modèles, le 310, le 420 et le 460. Donc ce sont des tout petits catamarans. Tout à fait. Facilement transportables. Donc pour le 310, il tient dans un sac d'1 m 40 sur 30 et 40 cm. Le 420, il tient dans 2 sacs, 1 m 75 sur 30 et 30 d'arête également. Et le 460, sur lequel on peut mettre un géniaqueur en option, tient dans 3 sacs. 3 sacs d'1 m 75 pour 2 sacs et un petit sac d'1 mètre. Donc ça c'est des catamarans sportifs plutôt? Sportifs, qui est, je dirais, très vif dès un brin d'air. Et voilà, on le monte facilement, on le monte en 45 minutes sans outils, on le met à l'eau, on s'éclate avec et on le range en 25 minutes à peu près. Donc c'est pour les particuliers? C'est pour les particuliers, c'est pour les clubs, c'est pour les associations, c'est pour ceux qui aiment la voile, qui ne veulent pas s'embêter justement avec une place de port, avec une remorque et qui souhaitent rester libres de leurs gestes en voiture, en bateau. Alors, ça a eu du succès au Salon du Nautique? Oui, tout à fait, oui. Nous, ça fait à peu près plus d'1 an qu'on le commercialise. Et sur la première année, on a eu un beau succès. Oui, tout à fait. C'est pas français? C'est pas français, c'est République tchèque. L'architecte, c'est Martin Horak, qui a conçu ce bateau il y a 10 ans déjà, et qui est à l'heure d'aujourd'hui bien abouti. Très bien, bah écoute, merci. Bah, je vous en prie. On va regarder un petit peu de plus près le bateau. Ça marche, merci. Vas-y. Alors, sur le Minicat, équipé comme il est là, on a un trampoline à l'avant qui permet de mettre des sacs étanches et partir la journée. On a également une petite chaise sur laquelle on peut mettre un moteur maximum de 3 chevaux. Donc c'est pratique quand même. C'est pratique, c'est modulable, voilà. On peut en faire avec la voile ou sans la voile. Avec un petit moteur ou avec des rames pour s'amuser avec les enfants. Le bateau, dans cette configuration, supporte 450 kg de poids de charge. Donc, on peut partir à 4 facilement.